David Lynch aurait eu l'idée du projet de Mulholland Drive lors du tournage de sa série Twin Peaks au début des années 90, qui est un immense projet sur lequel il s'est beaucoup investi avec un co-auteur qui s'appelle Mark Frost. Et il a le projet à un moment qui lui vient à l'esprit d'imaginer une des héroïnes qui s'appelle Audrey Thorne, qui joue un rôle important dans la série, après la série partir à Hollywood et essayer de faire carrière. C'est un projet qui verra pas le jour, et notamment du fait des difficultés qu'il a durant cette série. Hein. David Lynch, c'est quelqu'un qui a un univers extrêmement particulier, et il a parfois un petit peu du mal à l'imposer aux gens qui financent ses films et pour qui il travaille. Et il se désengage pendant un moment de la série, qui a un grand succès en fait à la télévision aux États-Unis. Et il laisse un petit peu la série se développer sans lui par une équipe de scénaristes notamment, ce qui donne lieu à des choses qui échappent un petit peu à son univers et aux intentions qu'il avait de prime abord. Mais il revient quand même à la fin de la série Twin Peaks et il tourne les 2 derniers épisodes qu'il scénarise et il remet vraiment une atmosphère qui correspond à son univers. Et il décide de clore vraiment cet univers en tournant un long métrage en 1992 qui s'appelle Twin Peaks Firewalk With Me, qui s'appelle Les 7 derniers jours de Laura Palmer, qui se passe avant la série. C'est un préquel sur les 7 derniers jours de la fameuse jeune fille qui est assassinée et dont la série en fait est une enquête sur la mort. Et dans le premier plan de ce film, qui présente au Festival de Cannes en 1992, on voit un téléviseur qui explose. Manière pour David Lynch d'exprimer un petit peu son émancipation et son indépendance par rapport à cet univers qu'il a un peu contraint et qui l'a empêché de faire ce qu'il souhaitait faire. Et d'ailleurs, Firewalk With Me est un film extrêmement audacieux, terriblement sombre et anxiogène, qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais qui correspond véritablement à l'univers que voulait créer David Lynch. Il laisse donc de côté tous les projets de série pendant un moment, et il va se projeté dans un certain nombre de longs métrages. Et l'idée fait son chemin et le sujet de Mulholland Drive refait surface. C'est une image qu'il a au départ, ce lieu qui l'interpelle et l'envie très nette de faire un film sur le milieu du cinéma. Et il va proposer un pitch à ABC, qui est donc une chaîne qui est une sous-filiale du groupe Disney, en leur proposant le début avec une sorte de pitch sur une femme qui est assassinée et qui échappe à un assassinat. Et ABC lance l'idée que le pilote pourrait être intéressant. Donc comment ça fonctionne, hein, les chaînes de télévision commandent des pilotes, c'est-à-dire des épisodes numéro 1, qu'elles préapprouvent pour un financement d'un pilote. Si elles apprécient le pilote, elles lancent la série tout entière. Donc il y a des concurrences. Les auteurs savent que parmi tous les pilotes qui sont commandés par une chaîne, tous ne donneront pas lieu à une série développée. Et donc Lynch va se mettre à écrire son scénario pour un pilote, sachant qu'il va ouvrir le plus possible des arcs narratifs qui seront développés a priori dans les épisodes qui suivent, exactement comme il l'avait fait pour Twin Peaks. Pour le casting, il est vraiment intéressé par des acteurs qui sont peu connus à l'époque. Il a vraiment envie de faire connaissance avec de nouveaux visages et qu'on les découvre en même temps. Naomi Watts est une actrice qui a beaucoup de mal à percer dans le milieu depuis des années, qui galère de casting en casting et qui va enfin trouver une opportunité. Elle est castée sur photo. Et ce sera un petit peu la même chose pour Laura Harring, qui donc joue Rita, qui a été Miss USA et puis qui a tourné dans quelques films d'horreur de série Z, mais sans aucune importance. Une fois le casting réuni, il va mettre en place son tournage pour un épisode qui déjà subit quelques contraintes de la part d'ABC, qui est un peu étonné de certaines possibilités de prise de vue, qui demande d'avoir les rushs, ce que David Lynch ne comprend absolument pas, sachant que pour lui, les rushs, il explique que c'est comme trouver un flanc de montagne et savoir qu'il y a quelques pépites d'or dedans. Seul lui sait où elles sont, mais la chaîne veut avoir un droit de regard et elle lui fait déjà quelques remarques, lui renvoie des mémos sur le fait qu'on trouve étrange de filmer des crottes de chiens en gros plan, par exemple, et que les actrices leur paraissent vieilles. Alors, rendez-vous compte, Laura Harring a 35 ans et Naomi Watts 31.
ce qui est à peu près la date d'entrée en EHPAD à Hollywood. Et on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'on puisse donner un premier rôle à des femmes qu'on considère déjà effectivement comme âgées. Donc David Lynch tient bon. Et David Lynch travaille comme il souhaite travailler, à savoir avec l'idée qu'on va ouvrir des possibles et qu'on ne va pas forcément savoir où on va. Ce qui, bien entendu, est un petit peu complexe quand on gère une aussi grande équipe et évidemment des décideurs derrière qui valideront ou non le projet. Un premier épisode est tourné et il dure 125 minutes. Et d'emblée, ABC lui explique que ce qu'il va falloir qu'il coupe à une durée de 88 minutes. David Lynch comprend donc que la diffusion projetée à la télé envisage 32 minutes de coupure pub à l'intérieur du seul pilote, ce qui est effectivement très, très fréquent aux États-Unis où les épisodes sont tronçonnés de pauses publicitaires. Et il a énormément de mal à réduire ça. On le force un petit peu. Et on aboutit donc à un épisode de 88 minutes, un pilote dans lequel il ne se reconnaît pas, qu'il n'aime pas du tout, il n'aime pas son rythme, il n'aime pas la manière dont les personnages sont gérés, et il est assez désemparé par la manière dont le projet est en train de lui échapper. Il propose de scinder le pilote en 2 épisodes, ABC refuse, et il part à Cannes présenter son film, qui est une histoire vraie, qu'il a tourné juste avant. Et au moment de partir à Cannes, il apprend que ABC jette l'éponge et ne valide pas son pilote et que le projet est donc mort-né. David Lynch le dit clairement à l'époque, il est soulagé quand il entend ça, il comprend bien que les conditions de travail auraient été terribles et il enterre complètement l'idée. Il a une seule vraie déception, c'est de savoir qu'un certain nombre de cassettes vidéo de ce premier épisode circulent et il rêve des fois de voir un entrepôt brûlé pour qu'il n'y ait plus aucune trace de ce travail dont il n'est pas du tout fier. Il est contacté par Jacques Edelman, qui travaille à Studio Canal, donc la filière production de Canal+ en France, et qui lui demande à regarder cet épisode. Et après bien des hésitations, il consent à lui montrer. Et Edelman lui dit, mais moi je vois un potentiel de long métrage dans ce travail. Je pense qu'il y a un matériau qui est extraordinaire. Essayons de passer de ce pilote de série à un long métrage. David Lynch trouve l'idée intéressante. Il dit dans ses entretiens que c'est comme si vous aviez préparé un bon gâteau pour le dessert d'un repas et que subitement vous dit « Ah mais en fait ça va être le plat principal ». Qu'il faut réinventer, il faut réagencer, il faut retrouver une manière de le composer de manière à ce que ça devienne quelque chose d'autre. Il trouve l'idée extrêmement excitante, assez angoissante aussi, et il a le temps d'y réfléchir dans la mesure où Edelman va mettre plus d'1 an à acheter les droits pour pouvoir effectivement reprendre le film à son compte. Ça va être une opération assez complexe. Et pendant ce temps, David Lynch hésite un petit peu, et il y a quelque chose qui se garde bien de dire à Edelman, c'est qu'il n'a aucune idée de comment terminer. Puisqu'on était sur un pilote qui multipliait les pistes, multipliait les personnages, on a 50 rôles parlants dans cet épisode-là, et il n'a aucune idée d'où devaient mener tous ces éléments. Il l'aurait fait quand on lui aurait commandé une saison entière. Et c'est quelque chose qui évidemment le bloque un petit peu. Il a une certaine panne d'inspiration. Et finalement, on va lui dire bon, ben voilà, on a le feu vert. Et il explique que les idées lui viennent dans une sorte d'épiphanie, en une demi-heure, un soir, tout se colle et tout s'agence. Et il écrit donc 18 pages de script qui vont correspondre à 50 minutes supplémentaires par rapport à ce qui a déjà été tourné. Et il va donc rappeler toute l'équipe qui est tout à fait ravie de travailler avec lui, même si certains admettent ne pas forcément exactement comprendre ce qu'ils sont en train de jouer. Et ils lui font en tout cas confiance. Il va d'ailleurs, avec la liberté qu'il a désormais, pouvoir un petit peu se faire plaisir sur certaines improvisations, sur certaines façons de construire le film, notamment avec un casting un petit peu improvisé. Il appelle un jour sa script, et il lui dit de venir, il la regarde assez longuement et il lui demande de faire venir la maquilleuse et la costumière et il leur dit est-ce que c'est possible, combien de temps vous avez pour me la teindre en bleu? Et la script ne comprend pas exactement ce qui se passe et au bout d'1 heure elle est donc devenue cette femme en bleu, celle qui dit Silencio à la fin et qui est dans sa loge et David Lynch a une espèce de vision et il sait qu'il faut qu'elle ait ce rôle-là. C'est la même chose pour le cow-boy. Le cow-boy est quelqu'un qui vient le visiter. Donc David Lynch, dans son écriture, la met beaucoup en lien avec sa pratique intense de la méditation transcendantale. Et il explique qu'il a des idées qui lui viennent et que ces idées, il les considère comme des sortes de
de territoire et d'aimant à autre idée. À partir du moment où un motif se dessine, il voit des choses qui se collent, qui s'amalgament, qui s'agrègent, et une espèce de, voilà, d'univers qui se crée. Et donc il a cette vision du cow-boy, et il fait appel, enfin il appelle un ami à lui, qui s'appelle Monty Montgomery, qui n'est pas du tout un acteur, qui est quelqu'un qui travaille un petit peu dans le domaine assez underground, etc., de la production, de la musique, de l'audiovisuel, et il lui explique que c'est lui qui doit jouer le cow-boy. Lui n'en a absolument aucune envie, et il lui dit que ça ne se fera jamais. Et il le harcèle, il lui dit, écoute, les dates de tournage sont là, surtout sois disponible, etc. Et il finit par venir sur le plateau et à tourner cette scène. Donc, Justin Theroux, qui joue Adam Kesher, fait face à lui, et en fait on se rend compte que le type n'a absolument aucune mémoire et qu'il est absolument incapable de réciter son rôle, c'est pas son métier. Ce qui fait que dans les contre-champs, en réalité, Justin Theroux a tout le texte qui lui est scotché sur la veste pour que l'autre le lise. Et toute l'équipe est d'accord pour dire qu'après la première prise, il a une voix qui est quand même assez artificielle et qui ne correspond pas. Et Lynch leur dit non, c'est en fait exactement ce que je voulais. Cette voix claire, cette voix étrange correspond au personnage, correspond à la séquence. C'est tel que je l'avais imaginé. Donc il avance comme ça. Ils ont des soucis parce qu'en fait, tout ce qui était décor, costume, accessoires a été remis au pot commun par Disney, perdu, détruit. Et donc ils doivent tout reconstruire avec des budgets qui sont quand même un petit peu plus limités. Le pilote avait coûté 8 millions de dollars. Là, Canal+ remet 7 millions de dollars sur la table. Et donc ils doivent se débrouiller pour tout réinvestir. Le tournage se passe bien et évidemment la réécriture pour Lynch est l'occasion de faire des choses qu'il n'aurait jamais pu faire pour la télévision. C'est là qu'il imagine l'histoire d'amour entre les deux femmes et évidemment des scènes qui sont explicites et qu'il n'aurait évidemment pas pu faire ailleurs qu'en France d'une certaine façon. Il en est assez ravi. Et ça va développer complètement un univers. Naomi Watts d'ailleurs en est ravie puisque elle expliquait qu'au terme du tournage du pilote, elle se trouvait face à un personnage un peu unidimensionnel, très naïf, très solaire, etc., et dont elle ne percevait pas la complexité. Et là, avec tout l'ajout du deuxième récit, elle y trouve son compte, et c'est pour elle aussi l'occasion véritablement d'exprimer toute sa palette en tant qu'actrice, et clairement pour elle c'est un début de carrière puisqu'elle deviendra extrêmement célèbre après, elle aura un très grand nombre d'opportunités pour les films à venir. Le film est présenté à Cannes en 2001, il remporte le prix de la mise en scène ex aequo avec Joel Cohen pour The Barber, et il aura aussi le César du meilleur film étranger. C'est un film qui n'est pas un immense succès en salle à l'époque, mais qui, comme bien des films qu'on projette ici, va bénéficier d'un culte progressif et va être un objet de fascination. Et là, dans les derniers bilans qui ont été faits, toutes les décennies ont fait des bilans, il est arrivé en tête de plusieurs classements qui classaient pour 2020 notamment les meilleurs films du XXIe siècle, et donc des 20 dernières années. Et c'est un film qui est souvent cité comme étant l'un des plus importants du XXIe siècle à l'heure actuelle. Alors, vous avez sans doute quelques questions sur ce film. La première chose qu'il faut dire par rapport aux explications, c'est le rapport qu'a Lynch avec cet élément-là. Vous imaginez bien que Lynch répond à des tas de questions, il se soumet à des entretiens, et il n'est pas du tout à l'aise à l'idée de donner des clés. Lors de la promo du film, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez intéressant, qu'on retrouve dans les livrets des éditions de DVD, Blu-ray, etc. Il a donné 10 indices, 10 choses à observer selon lui qui pouvaient nous guider dans la lecture du film et qui sont, à mon avis, autant des indices que des leurs sur certains et qui nous perdent. Et ça, pour lui, c'est évidemment quelque chose qui lui fait particulièrement plaisir. Et il explique qu'il n'est pas très à l'aise à l'idée de donner des clés et surtout de dire ce qu'il fallait comprendre de son film. Pour une raison très simple, il dit deux choses. La première, c'est qu'il dit « j'ai jamais compris pourquoi les gens attendent de l'art qu'il ait du sens, alors qu'ils ont accepté le fait que la vie n'en ait aucun ». Ça, c'est une première chose qui en dit long sur l'univers de Lynch et la manière dont il ébauche la logique et dont il construit la narration. La deuxième, c'est qu'il est très attentif au fait que chaque spectateur va se créer sa propre expérience devant le film et qu'il est absolument ravi d'entendre les théories et les possibilités qu'on lui propose, mais qu'il trouve d'une tristesse infinie le fait de dire « oui, c'était ça qu'il fallait comprendre, et la personne à côté de vous qui a une autre théorie, on va l'invalider ». Au contraire, l'expérience intime, l'expérience de chacun, pour lui, est quelque chose qui est tout à fait fascinant et qu'il a envie d'ailleurs même d'écouter.
Il admet d'ailleurs, dans certains textes, et notamment dans son autobiographie récente, qui est assez atypique, comme toute son œuvre, qu'il y a certains éléments qu'il a mis là, qui le fascinent, mais dont il n'est pas capable de véritablement justifier rationnellement la présence. Donc, on peut quand même expliquer un certain nombre de choses, et majoritairement ce qui se passe dans cette histoire. C'est une histoire qui est compliquée dans la mesure où vous avez un énorme pan du film qui est un rêve, qu'on comprend à la rupture de, en gros, une demi-heure avant la fin. On a 2 heures de rêve, une demi-heure de réel, d'une certaine façon, et il faut évidemment les mettre dans l'autre sens. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est celle d'une, et tout nous expliquer à la fin, mais si on remet les choses un petit peu dans l'ordre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Diane, qui arrive à Hollywood avec le rêve d'y faire carrière, qui rencontre une autre actrice qui s'appelle Camilla. Elles deviennent amantes, et cette femme, Camilla, va progressivement la délaisser. Elle obtient des meilleurs rôles qu'elle. Elle, c'est une actrice qui a l'air d'être un petit peu ratée. Elle ne parvient pas à avoir de bons rôles. Et cette Camilla devient une star, décide d'épouser un réalisateur et de continuer d'ailleurs des aventures avec d'autres femmes. C'est pour elle une déchirure, elle le vit extrêmement mal, c'est un amour passionnel, et elle décide donc, par vengeance et par jalousie, d'ordonner l'exécution de cette femme, par vengeance, et c'est la fameuse clé bleue qui sera le code comme quoi le contrat a bien été honoré. Lorsqu'elle voit que ça a été honoré, elle part dans une crise de démence et finit apparemment par se suicider. Voilà l'histoire. L'histoire, évidemment, nous est présentée autrement dans la mesure où on va nous montrer un rêve, probablement un rêve de Diane, qui devient Betty, et qui va transformer tout ce qu'elle a vécu et évidemment le réécrire à sa manière. La fausse piste, la première fausse piste, qui est évidemment très maligne de la part de Lynch, c'est que nous pensons au départ qu'il s'agit du rêve de Rita, à savoir Diane, à savoir Camilla, pardon, et que ce rêve-là lui appartient, alors qu'en réalité, évidemment, il a été fait par Diane. Si vous regardez dans le rêve, nous allons avoir un certain nombre de motifs qui vont montrer la manière dont le rêve va proposer une sorte de répit à Diane et va la récompenser de toutes les frustrations qu'elle a eues dans le réel. Dans le réel, elle a tué Camilla. Camilla, au début du rêve, n'est pas tuée, elle échappe à la mort. C'est une façon, évidemment, de revivre quelque chose et d'annuler ce qu'elle a commis. Dans le rêve, dans la réalité, excusez-moi, Camilla la domine avec un certain sadisme, une certaine cruauté, alors que dans le rêve, elle est totalement à sa merci, elle est vulnérable, elle a besoin d'elle, elle va même l'aborder, s'occuper d'elle, etc. Donc on a une relecture des rapports qui lui permettent à elle de se valoriser. C'est évidemment la même chose pour ce qui est de son métier d'actrice. C'est une actrice ratée, alors que dans tout le récit qu'on a au départ, c'est une actrice qui fait une audition absolument extraordinaire. On n'a jamais vu des gens à Hollywood aussi enthousiastes, qui se serrent dans les bras parce qu'ils sont tellement heureux d'avoir découvert la révélation de l'année. Évidemment, on est ici dans le pur fantasme. Et tous les personnages secondaires, pareil, vont avoir un rôle qui va correspondre à la manière dont elle les a regardés. Le réalisateur Adam Kesher, qui est celui qui vit dans une splendide villa et qui va lui voler Camilla, et celui qui va, dans le rêve, se retrouver dans un petit hôtel borgne minable totalement fauché, et pareil, qui va se faire humilier par l'amant de sa femme, et donc subir évidemment tout ce qu'elle aimerait lui faire subir par vengeance. De la même façon, la mère d'Adam Kesher, qui la regarde avec une forme de condescendance, elle a compris que c'est une actrice ratée, eh bien, elle est condamnée à loger des gens, à être à leur service et à ramasser des crottes de chiens. Là aussi, on a un déclassement qui lui permet à elle de se valoriser. Un autre élément un petit peu plus subtil, c'est celui du café, par exemple. Un café qui, dans le réel, a l'air d'être particulièrement immonde et qui va donner lieu à cette scène très comique du meilleur expresso du monde. Donc là aussi, on sublime. Et un dernier motif, c'est celui de Dan. Dan, c'est celui qui, dans cette séquence extrêmement mystérieuse, explique son cauchemar dans le rêve, un rêve dans lequel on parle d'un rêve qui a l'air de se réaliser d'ailleurs. Et Dan, en fait, c'est celui qui est témoin de son échange et du moment où elle commandite le meurtre. On le voit très brièvement, et d'une certaine façon, dans ce rêve-là, elle efface le témoin, gênant, et elle le met à mort. Il tombe au sol, il n'existe plus, elle n'est plus dérangée.
Donc on est évidemment ici dans une lecture psychanalytique assez simple, si on peut oser employer ce mot, mais qui permet tout simplement de voir les mécanismes à l'œuvre pour tout simplement fantasmer sa vie, la corriger. La question étant de savoir si ce rêve a lieu avant le suicide ou serait une espèce de rêve final après sa mort. On n'aura pas de réponse là-dessus, mais il y aura quelques indices tout de même. Parce qu'évidemment, c'est un film sur la réécriture, sur la fiction et donc sur le cinéma. C'est un film qui se passe à Hollywood et qui évoque et qui convoque un très grand nombre de références. La première, c'est celle qui est la plus lisible, c'est celle de Sunset Boulevard. Sunset Boulevard est explicitement cité. Lynch voulait filmer les studios de la Paramount, mais on n'a pas le droit de filmer les logos dans un film qui n'est pas de la Paramount. Donc il a un peu baissé le cadre, mais quand elle rentre, juste avant son audition et qu'elle est tellement émerveillée, il y a une très belle voiture, en fait, c'est la voiture qui est celle du chauffeur dans Sunset Boulevard qui est présente ici, donc la citation est assez nette. Et vous avez ensuite tout un panel de références, et notamment sur cette fameuse thématique du double et des deux femmes. Vous avez la référence évidemment ultime, c'est celle de Vertigo, sur Froide, qu'on a déjà vu ici, et qui donc joue sur cette construction, sur cette fascination pour une brune, une blonde, la construction d'un personnage, sachant qu'ici Betty, elle joue le rôle à la fois d'une des deux femmes, mais en même temps le rôle tenu par Scotty dans Vertigo, celui qui justement obsessionnellement va reconstruire une femme à l'image de celle qui l'a hantée. Et un autre film très important aussi, c'est le Persona de Bergman, qui évoque aussi l'idée d'une actrice qui a fait une sorte de crise et qui est mutique et qui est prise en charge par son double, une infirmière qui parle quasiment à sa place et devient un peu vampirique aussi, de la même façon que les Betty. On remarquera aussi dans les références, évidemment, vous avez Rita, le prénom que se donne l'amnésique, et c'est intéressant de voir qu'il y a un prénom qui est immense sur l'affiche, qui est Gilda, et elle décide de s'appeler Rita, parce qu'elle prend le nom de l'actrice. Un des indices, et il y en aura un nombre incalculable que je ne vais évidemment pas vous lister, mais un des nombreux indices qui ne cesse de dire tout ce qu'on voit ici, c'est fait par des acteurs, c'est du faux, c'est le monde du cinéma, évidemment. Et ce monde du cinéma, on le voit à travers les écrans, les cadres qui se reculent et qui révèlent, par exemple, la première fois où on a la répétition entre Rita et Betty, on se demande ce qu'est en train de dire Rita avant que le plan ne recule et qu'on voit qu'elle est en train de lire un texte. Pareil pour le premier clip des 60s, on voit ces femmes qui chantent, puis la caméra recule et on voit qu'on est sur un plateau de tournage. On joue beaucoup sur ces éléments-là pour nous inciter toujours à prendre du recul et à nous poser des questions sur ce qu'on est en train de nous montrer. Donc ça, c'est un élément sur lequel Lynch construit une très grande partie de ces séquences. Et évidemment, il y a toujours ce plaisir de revoir le film en disant « Ah oui, évidemment, là, on nous donne un indice très important ». Ce monde hollywoodien, c'est le monde évidemment de la facticité, et on insiste beaucoup sur cette fascination, notamment par toute l'esthétique. À partir du moment où Betty arrive, on a une photographie qui est extrêmement scintillante, très douce, très ouatée. On a des couleurs roses, on voit des petites étoiles sur son pull. Tous ces éléments-là idéalisent complètement et expliquent par moments le malaise qu'on peut avoir en se disant « ça sonne un peu faux ». C'est un peu trop, il y a quelque chose qui soit qui est mal fait, soit qui est intentionnel, et là c'est entièrement intentionnel, mais qui évidemment nous fait nous poser des questions sur le déroulé des événements et sur le fait que ça se passe aussi bien. La manière dont Betty est une espèce d'aventurière qui fait chic, faisons une enquête, tout ça voit une sorte d'enfant qui s'amuse beaucoup. Et évidemment, tout ça est écrit par elle et fantasmé par elle dans une vision idyllique de ses aventures avec Rita. C'est aussi évidemment une manière d'investir les coulisses sombres d'Hollywood, ce qui est le sujet même d'ailleurs de Sunset Boulevard, le boulevard du crépuscule de Billy Wilder, qu'on projettera probablement un jour ici, et qui montre évidemment la violence de ce milieu, la cruauté, et on le voit à travers toute cette thématique de la mafia, ces gangsters qui gangrènent le milieu, qui imposent des choses dans des réunions obscures et qui dépossèdent les gens des films. Et bien entendu, cette fameuse réunion, très comique, mais en même temps anxiogène, où Adam Kesher comprend qu'il est dépossédé de son film, on dit « This is no longer your film », c'est une des angoisses de David Lynch.
David Lynch, qui sur un film n'a pas eu le final cut, c'est-à-dire le droit au montage final, c'est le fameux Dune, et qu'il a vécu comme un traumatisme profond. On est en 1984, donc une quinzaine d'années avant ce film-là. Et l'idée d'être dépossédé de son œuvre a vraiment laissé des traces chez lui et se retrouve dans un certain nombre de motifs de ce qu'il écrit par la suite. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui tourne assez peu, et quand il ne tourne pas, en fait, il est un artiste, il a un atelier, et il crée continuellement, et cette fois, justement, tout seul. Et ça lui fait énormément de bien, parce qu'il a de compte à rendre à personne. C'est aussi, et ça c'est un élément intéressant, surtout au tout début du XXIe siècle, c'est aussi Hollywood vu par les femmes. Puisque c'est le rêve d'une femme, on va avoir une sorte de réponse au patriarcat qui est assez intéressante dans la manière dont on montre justement une femme qui se prend en main, une femme qui répond, et la fameuse audition est vraiment une manière de renverser la tendance. On voit très clairement un monde extrêmement phallocrate, on voit cet acteur assez libidineux qui va en profiter, après la brune, c'est la blonde, etc. Et elle reprend très clairement le pouvoir sur lui dans ce jeu, parce qu'elle va totalement le subjuguer, et on a aussi une sorte de revanche sur justement ce milieu qui, évidemment, abîme les jeunes filles et abuse d'elles. Donc cette lecture, elle est assez importante. D'ailleurs, l'un des personnages féminins intéressants, c'est le personnage de Coco Lenoir. Coco Lenoir est joué par Anne Miller. Anne Miller, c'est l'une des immenses stars des années 40 et 50 dans les comédies musicales de la MGM. Et d'ailleurs, toute l'équipe dit que David Lynch était en totale idolâtrie face à elle quand elle était sur le plateau, et que pour lui, c'est un immense honneur que d'avoir une si grande actrice qui donc a 76 ans à l'époque. C'est le dernier rôle de sa vie. Elle mourra quelques années plus tard. Et elle joue aussi cette approche de la vieille garde, la manière dont elle gère un peu les différents lotissements. On voit aussi quelqu'un qui donne d'ailleurs le fax pour l'audition, et qui a l'air d'être une femme aussi, un petit peu de pouvoir, d'une façon symbolique en tout cas. Donc, tous ces éléments-là contribuent évidemment à alimenter cette idée de la facticité des leurres et d'un univers qui est entièrement construit sur la fiction et sur les mensonges. On le voit aussi à travers un autre thème qui est très important chez David Lynch, et qui est le thème des lieux. Le titre du film, c'est Mulholland Drive, c'est cette route qui serpente au-dessus de Los Angeles et qui donne notamment sur la vallée avec ses très belles lumières. Et les lieux chez David Lynch, ce sont des motifs extrêmement importants. Il conditionne vraiment son inspiration. Pour Twin Peaks, par exemple, c'est cette ville dans les montagnes avec la forêt aux alentours qui va vraiment déclencher chez lui un imaginaire propre. Et il y a un autre motif qui est très important, c'est celui de la route. La route, c'est justement Drive, c'est aussi le titre de Lost Highway, un film qu'il a fait juste avant. Et après ce film-là, il a fait Une histoire vraie, qui est un road movie aussi, et qui est un film très atypique chez Lynch, parce qu'il est totalement normal. C'est-à-dire que c'est un film qui pourrait être réalisé par quelqu'un d'autre, ce qui évidemment est particulièrement déstabilisant quand on connaît l'univers de Lynch, mais qui est un très beau film. Et donc, lui, la route, c'est un motif qui le fascine. Il explique que pour lui, la route, c'est comme un film. C'est comme s'asseoir dans une salle et on voit l'écran qui s'éteint. C'est une route qui nous attire vers quelque chose et vers une destination qui nous est inconnue quand on commence à l'arpenter. Et ça, c'est un élément, évidemment, qui le fascine et qui va avoir beaucoup d'importance dans son film. Les lieux ont aussi cette capacité à progressivement faire affleurer le réel à l'intérieur du rêve. Si on regarde, on a une série de lieux extrêmement vastes, des lieux qui d'abord sont évidemment les lieux d'Hollywood, la ville, la nuit, des images qui sont très belles, et on voit assez régulièrement Betty qui regarde vers le haut, avec un enthousiasme vraiment d'enfant qui découvre un monde magique. Et progressivement, on a des lieux qui vont être des lieux d'Hécatie, qui vont être des lieux des coulisses, notamment dans les séquences avec le tueur, par exemple, des lieux plus pauvres, et qui vont conduire progressivement vers des endroits qui sont des endroits normalement qu'on ne montre pas, qui ne sont pas les endroits des cartes postales, qui ne sont pas les endroits des films qui vont vanter la mythologie justement de Los Angeles ou d'Hollywood. Et si on regarde progressivement dans le film, ces endroits sont de plus en plus importants. Il y a un éclat au début, c'est évidemment cette impasse avec cette créature effrayante, et ensuite on va l'oublier pendant très longtemps, puis ces endroits reviennent. On a bien entendu le lieu où la fameuse Diane Selwyn est morte, et qui est un lieu extrêmement en proie à la putréfaction. Et vous avez aussi le Silencio, qui est certes un endroit magnifique, entièrement dédié au spectacle, mais la rue pour y aller donne lieu à
travelling très intéressant, où on avance comme ça et on voit les déchets qui sont dans le vent comme ça, avant d'arriver à l'intérieur de cet endroit-là. Donc, progressivement, c'est comme si le réel toquait à l'intérieur du rêve de Diane pour clairement lui signifier qu'elle ne va pas pouvoir longtemps continuer comme ça. Et il y a un certain nombre de personnages qui ne cessent de venir pour lui dire qu'à un moment, il va falloir s'arrêter, que tout ça n'est qu'une illusion. Et c'est évidemment tout ce qui se passe aussi dans le Silencio, où le fameux personnage de Louise qui vient toquer à sa porte et qui lui dit qu'il se passe quelque chose et que surtout, ça va finir mal. Parce que le sujet réel du film, en fait, et c'est d'ailleurs la manière dont Lynch le définit, il dit « It's a love story in the city of dreams », une histoire d'amour dans la cité des rêves. Et effectivement, ce qui reste réellement du film, c'est une histoire d'amour. Et la résolution ne cesse de montrer à quel point c'est surtout une histoire d'amour, et une histoire d'amour déchirante. Très clairement, le rêve de Diane est une réécriture où elle revit l'histoire d'amour qu'elle a pu expérimenter avec Camilla, et elle la réécrit pour pouvoir la revivre. Ce qui est très beau, et ça on le comprend qu'a posteriori, c'est qu'effectivement c'est une histoire d'amour qui est repensée par quelqu'un qui sait déjà que cette histoire est terminée. D'où les collusions temporelles, puisque tout ce qui est fantasmé se fait après, évidemment, la fin de l'histoire avec Camilla. Et ça explique pas mal de choses sur le regard, et notamment ce moment clé, cet aveu, quand elle lui dit « Je suis amoureuse de toi », elle ne lui répond pas, Camilla. Et pour cause, puisque cette histoire est condamnée à s'arrêter et que, d'une certaine manière, elle est déjà achevée, en réalité. Et là, cette façon de montrer l'histoire d'amour, elle va irriguer entièrement la manière dont Betty joue et dont Betty idéalise tout ce qu'elle a pu vivre. Et très clairement, on va vous montrer quelque chose de très beau, de très pur, et de vue à travers une femme qui est seule et qui a tout perdu et qui imagine pouvoir revivre l'histoire. Et c'est là, finalement, dans le film, on a pas mal d'éléments qui ne sont pas expliqués. Mais ce qui intéresse vraiment Lynch, c'est ça. Il y a un autre élément par rapport au cinéma qui peut expliquer aussi ce traitement, notamment de la femme, c'est que Lynch et Mark Frost, donc avec qui il a écrit Twin Peaks, ont travaillé pendant un moment une adaptation de la vie de Marilyn Monroe. Et si vous regardez, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut mettre en parallèle. Marilyn Monroe, qui est évidemment la créature de rêve dans la cité des rêves, et qui s'est directement brûlé les ailes dans son rapport au réel, qui était incapable de tenir par rapport à l'image qu'elle avait réussi à construire, qui avait un besoin permanent d'approbation, et qui en était malade. Pour ceux qui se souviennent, quand on avait parlé du tournage de certains Lem Show, on voyait à quel point c'était pour elle une horreur que de tourner. Et c'est une actrice qui a été retrouvée sur son lit dans une position fétale qui rappelle beaucoup celle qu'on voit de Diane Selwyn. C'est une actrice qui avait des liens avec la mafia, un thème qui est assez important aussi ici. Donc on a aussi toute cette relecture d'un mythe et évidemment de la manière dont il se fracasse sur le réel. Au terme du film, il y a des éléments qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des éléments qui restent mystérieux, et David Lynch y tient beaucoup. Il explique que le rapport des spectateurs au film va créer une sorte de savoir intime. Et c'est ça qui l'intéresse. Et il dit, en fait, les spectateurs ont tous leur propre expérience du film, mais ils n'ont pas confiance en eux, ils ont envie qu'on leur confirme ou qu'on leur explique. Et lui veut rester en retrait de ça. Et effectivement, si on regarde la manière dont le film est construit, ce qui fonctionne le plus, c'est le pouvoir de fascination, et le pouvoir de fascination, il se fait face aux choses qu'on n'arrive pas tellement à comprendre. On peut faire un parallèle avec le mécanisme de la peur. Dans un film d'horreur, le moment qui fait peur, et on a une séquence d'horreur qui fonctionne exactement comme ça dans le film, c'est celle du cauchemar revécu, c'est le moment où on descend vers l'impasse, et on ne sait pas ce qu'on va voir après. Et c'est là, c'est au moment de l'ignorance, de l'inconnu, et de cet angle droit, de cet angle mort, que la peur est réellement présente. Et bien, la fascination pour le film, elle joue exactement de la même manière. Il ne faut pas tout expliquer, parce que expliquer, c'est appauvrir, c'est enfermer. Et si on regarde la narration dans le film, elle est, la plupart du temps, prise en compte par des éléments
qui ne sont pas des éléments narratifs. On a une importance colossale qui est donnée aux objets, par exemple, hein, un cendrier, une tasse de café, un abat-jour rouge, tous ces téléphones qui créent des liens hein, et des passerelles entre les différents univers et qui créent une sorte vraiment de jeu de piste. Et quand on revoit le film, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Le Winkies, où on voit quand il va vers justement cette créature, il y a un plan qui est étrange parce qu'il s'arrête un peu sur le téléphone. Et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, on le voit ensuite, c'est le téléphone auquel vont s'arrêter les deux protagonistes. Donc, il y a des sortes d'indications et des renvois permanents et qui nous permettent des passerelles, mais qui ne seront jamais expliquées du point de vue de la narration. Pareil pour le travail sur la musique et le son. David Lynch est un immense, vraiment adepte du sound design. C'est lui qui s'occupe du sound design de tous ses films, et notamment de celui-là. Et il travaille le son comme une matière. Et très clairement, pour lui, le son a une importance indispensable dans la narration de son film. Son compositeur, Angelo Badalamenti, qui s'occupe de la musique, et il explique d'ailleurs que c'est sa second best wife. Pour lui, c'est un mariage avec lui. Ils ont fait tout leur film ensemble. Et il parle avec lui énormément sur le tournage. Il lui explique des atmosphères. Et Badalamenti lui compose des longs morceaux qu'il appelle du bois à brûler, des morceaux qui durent une vingtaine de minutes, qui créent des atmosphères, des ambiances dans lesquelles Lynch va se servir pour réellement, comme peindre, si vous voulez, la pellicule, pour ajouter cette atmosphère. Donc le travail sur le son est vraiment très important. Et bien entendu, il y a aussi toute cette question de la musique. La musique prend en charge parce que justement la musique c'est un élément non figuratif. Ça ne renvoie pas à des mots, ça renvoie directement à des émotions. Et le cœur du film, c'est véritablement ces émotions. Ce qui compte, c'est la manière dont finalement Diane va revivre ce qu'elle a vécu. Il y a une scène qui, à mon avis, métaphorise absolument tout le processus du film. C'est la scène dans le silencio du playback. Le moment où la chanteuse vient sur scène et chante. On n'a pas cessé de nous dire depuis le début que c'était du playback, hein, que c'est une bande, que c'est enregistré, que c'est une illusion. Et quand elle arrive, pourtant, il y a un petit faux indice, puisqu'elle tapote sur le micro, et on sent que le micro réagit, il y a un bruit, et donc on peut en déduire qu'éventuellement elle chante. Pourtant, on n'a pas arrêté de nous avertir. Et elle chante un chant absolument extraordinaire. C'est Rebecca Del Rio, c'est réellement elle, hein, qui a fait d'ailleurs cette chanson en une seule prise, qui avait absolument époustouflé David Lynch. Il a pris la première. Quand elle est arrivée chez lui, il s'est construit lui un studio, tellement justement la musique et le son est important. Il a son propre studio d'enregistrement et elle a enregistré chez lui la première fois où il l'a vu. Et elle s'effondre et la chanson continue et on fait « Ah mais oui, on nous avait avertis ». Ce qui est le plus intéressant, c'est que quand on revoit ce film, et je l'ai vu un certain nombre de fois, à chaque fois, on se laisse prendre. Tout le temps. À chaque fois. Et là, pour moi, c'est exactement le résumé du film. Ce qu'on voit, on sait que c'est faux, on sait que ça va s'achever, de la même manière que Betty Diane construit quelque chose qui n'existe plus, mais dans lequel se loge une émotion fondamentale. Et la durée, c'est aussi la durée de la chanson qui fait ça, de la même manière que c'est la durée du film, du rêve, 2 heures contre une demi-heure de réel, qui fait qu'on est embarqué à l'intérieur. Mais en fait, on n'a pas véritablement le sentiment d'être floué, on a surtout le sentiment de retrouver une émotion. Et chaque fois, et là je parle d'une expérience de spectateur personnelle, mais que j'ai partagée avec d'autres, chaque fois qu'on revoit cette chanson chantée, on a cette émotion qui revient en se disant « je sais qu'on va me faire comprendre que c'est du faux, mais pourtant l'émotion, elle est réellement là ». Et c'est exactement ce que fait Diane dans son rêve. Elle sait que c'est terminé, mais elle revit. Et c'est pour ça que les images qu'elle revit dans ses souvenirs vont être aussi belles et elles vont surtout véhiculer un amour aussi pur, aussi absolu. Une façon de sublimer très clairement tout ce qu'elle a pu vivre. Et un autre élément par rapport à ça, qui est tout à fait intéressant, c'est que la séquence où elle va prendre le fameux shortcut, où Diane l'emmène, Camilla, l'emmène par la main vers la villa. Ça, c'est une séquence qui se passe dans le réel, si tant est qu'on puisse parler de réel, mais très clairement. Et pourtant, c'est une séquence qui est absolument magique, magnifique, et qui a l'air d'être vécue comme le rêve. Comment on peut comprendre qu'on ait cette beauté-là aussi dans le réel? Parce que Camilla, elle hante Diane à la fois dans son univers fantasmé, mais aussi dans ses souvenirs.
Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que Diane, elle a aussi ses souvenirs qu'elle peut se repasser en boucle. Parce que si on regarde cette scène, c'est le prélude à la crucifixion absolue. Parce que quand elle est dans la villa, ça va être la fin de tout. The end of everything, qui est évoquée d'ailleurs, hein, cette phrase-là. C'est la fin de tout. Mais pourtant, cette montée-là, hein, qui est évidemment une boucle par rapport au début, puisque au début, elle descend par un shortcut, la fameuse créature qui n'a pas encore de nom, et elle l'emmène et elle monte. Donc on a vraiment une façon de revisiter les choses et d'aboutir à des éléments qu'elle peut justement se repasser en boucle. Silencio, c'est le dernier mot du film, et c'est le dernier mot aussi d'un autre film, qui est Le Mépris, de Jean-Luc Godard. Et à la fin du Mépris, c'est un film aussi sur le cinéma, un film sur un tournage. Il s'est passé un tas de choses dans le réel, mais the show must go on, c'est vraiment ça. Et on reprend le tournage. Tournage par Fritz Lang, qui joue son propre rôle. Tournage en Italie, et donc on dit silencio, silence, on tourne. Donc silence, on tourne. Et dans ce film-là, il y a un peu la même idée, silence, on relance la machine du rêve. On remet en route la boucle. Et revoir le film, c'est là justement ce qui fait toute la puissance de ces films, et c'est ce qui explique aussi que son culte se soit construit sur le long cours. Revoir le film, c'est peut-être la première fois jouer un petit peu à l'enquêteur en se disant « Ah oui, voilà, c'était comme ça », de la même façon qu'on peut revoir des films avec un twist final, hein, comme Usual Suspect ou Le Sixième Sens, avec un certain plaisir. Mais là, ça n'a plus rien à voir. En fait, revoir le film, c'est en réalité, on s'en rend compte assez vite, retrouver cette émotion. Et se rendre compte que par la facticité, par le fantasme, par la réécriture, par la fiction, on atteint quelque chose, une vibration fondamentale qui renvoie à ce que chacun a en soi et qui est gigantesque et qui a peut-être besoin justement de la fiction pour pouvoir être pleinement exprimé. Merci de votre attention. Merci.